Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour votre journal. Avec à la une ce soir, les préparatifs d'un retour à une vie presque normale la semaine prochaine. Mardi 2 juin et au-delà de la réouverture des bars, des cafés, des restaurants, les musées eux aussi s'apprêtent à ouvrir à nouveau leurs portes en respectant bien sûr les gestes barrières, à l'image du musée océanographique. Son directeur général, Robert Calcagno, sera notre invité dans un instant. Et puis pendant cette période d'attente, le Stade Louis II, lui, en a profité pour se refaire une beauté avant l'événement sportif de cet été, le 14 août prochain, la programmation du fameux meeting Hercules, décalé, on le sait, d'un mois. Et pour faire le point également sur cette crise sanitaire sans précédent et l'évolution de la pandémie, l'ambassadeur de Monaco à l'OMS, Carole Lanteri, reviendra avec nous sur la résolution prise par l'Organisation mondiale de la santé et la riposte, la réponse apportée face au Covid-19 aujourd'hui. Mais comme tous les soirs auparavant, le point info du jour, c'est avec vous Sandrine. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Nous vous en parlons régulièrement sur Monaco Info depuis plusieurs jours. Le centre de dépistage et plus précisément les deux sites qui le composent accueillent monégasques et résidents pour les tests sérologiques. Eh bien, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a effectué une visite à l'espace Léo Ferré et au Grimaldi Forum mardi matin. L'occasion de rencontrer notamment les équipes qui œuvrent chaque jour au bon déroulement des opérations. Et vous le constatez, le Prince Albert II s'est fait tester. Résultat positif puisque le souverain a pu fabriquer des anticorps afin de lutter contre le coronavirus qu'il avait contracté en mars. Du nouveau, Sandrine, concernant cette fois le salon Ever. Le salon Ever Monaco aurait dû se tenir cette semaine du 28 au 30 mai. Nous vous avions annoncé son report, bien évidemment. Eh bien, si la situation sanitaire le permet, l'édition 2020 aura lieu à la fin de l'été, du 10 au 12 septembre, au Grimaldi Forum. Il s'agira de la 15e édition de cet événement qui propose chaque année un éventail de solutions écologiques durables en termes, Christophe, de transport. Merci Sandrine. À tout à l'heure, bien évidemment, pour le point pratique. On parle de réouverture, on a parlé de bars, de restaurants, de cafés. Les musées, eux aussi, vont donc ouvrir leurs portes. Notre invité ce soir est Robert Calcagno, c'est le directeur général de l'Institut océanographique ici en Principauté. Bonsoir à vous, Robert Calcagno. Bonsoir, et effectivement nous sommes particulièrement heureux d'ouvrir très prochainement le 2 juin parce qu'on a beaucoup travaillé, notamment digitalement, mais quand même notre vrai plaisir et notre vraie mission, c'est d'accueillir les visiteurs. Il y aura un cheminement, comme tout le monde aujourd'hui on l'imagine, une entrée, une sortie différenciée ? Oui, alors on a mis en place un circuit de visite pour le musée océanographique, donc on restreindra un peu la liberté. Masque, gel, cheminement, vous l'avez dit, et de toute façon un parcours unique, on ne pourra pas, ce sera un parcours fléché, on ne pourra pas revenir en arrière non plus. Un parcours unique, et nous avons divisé notre jauge d'admission du nombre de visiteurs. En instantané, nous sommes habituellement à 1400 visiteurs au sein du musée. On l'a divisé par deux, donc à 700, on devra fermer le musée, reprendre rendez-vous pour venir un peu plus tard. Mesures particulières également pour votre personnel ? Pour les personnes qui ont continué à travailler sur site, très rapidement, on a mis en place des mesures. On a eu la chance rapidement d'avoir un ami du musée qui nous a envoyé des masques de Chine. Donc, on a pu rendre obligatoire le port du masque. Donc, voilà, le personnel est adapté, content. Je tiens vraiment à remercier le PAC de l'ensemble du personnel de l'Institut océanographique qui est engagé dans la mission et qui à aucun moment n'a pas travaillé pour l'intérêt général. Le mieux, c'est quand même de réserver à l'avance, peut-être sur votre site ? Alors, le mieux, effectivement, c'est de prendre son billet digitalement. Comme ça, on n'a pas à passer par les caisses. On peut utiliser son téléphone portable. Et puis, on peut effectivement, à ce moment-là, prendre rendez-vous. On est prioritaire pour entrer au musée océanographique. Et c'est quand même, ça nous permet de mieux gérer la fréquentation. Et si à un moment, on a trop de monde, de réguler les visiteurs. Alors, quelques personnes ont pu s'étonner. Nous, les premiers, presque à un moment, on avait un appel aux dons pour le musée, pour l'Institut océanographique. On oublie que ce n'est pas si simple de gérer un musée, Robert Calcagno. Oui, alors l'Institut océanographique a un statut spécifique et précieux. Nous sommes une fondation et effectivement, même si nous sommes très largement aidés par le gouvernement princier qui nous soutient à hauteur de 3 millions d'euros par an et par la Fondation Prince Albert II qui nous aide à monter des projets, 70% de nos charges
sont couverts par des recettes liées à nos visiteurs, à la billetterie du musée. Cette année, on va perdre à peu près la moitié de nos revenus, c'est-à-dire 5 millions d'euros. Robert Calcagno, on se dit aussi que de temps en temps, le musée fait des petites fêtes à l'intérieur, il y a de l'événementiel. Là, ce n'est pas possible aujourd'hui. Par exemple, il y a la fête du musée, généralement. La fête du musée se tiendra bien, mais nous n'avons pas souhaité accueillir des milliers de personnes au musée océanographique, donc ce sera une fête digitale. Digital, Vous d'accord. pourrez avoir des animations, des jeux, des conférences digitalement. C'est organisé par l'association des amis du musée océanographique et ce sera très sympa. Il y aura toujours une grande exposition qui sera peut-être un petit peu décalée dans le temps. Pendant le confinement, nos équipes n'ont pas arrêté de travailler. Bien entendu, il y a eu quelques retards de livraison de matériel et autres, mais en s'y prenant bien, à partir de la seconde moitié de juillet, nous allons pouvoir ouvrir notre très belle exposition de l'année qui s'appelle Immersion. Alors pour un été où on ne pourra pas voyager, je pense que ce sera bienvenu. Justement, quel est votre retour d'expérience sur cette période de confinement, de déconfinement progressif? J'imagine, ça vous donnait quelques idées, peut-être de nouveaux bassins, et puis surtout une autre pensée, une autre vision de la vie d'après quand on voit les effets sur la nature et l'environnement? Nous avons réalisé et publié 7 newsletters pendant le confinement, au moins une par semaine, en invitant différentes personnes à s'exprimer. On a eu Alexis Génie, un prix Goncourt, Jacques Rougerie, un académicien notamment, et puis bien entendu notre souverain qui a bien voulu s'exprimer avec nous pour réfléchir un peu à ce qu'on voyait de notre société et réfléchir effectivement au futur, à une économie moins polluante, plus locale et voilà, plus respectueuse finalement de l'homme. Finalement, ce n'est pas la peine de réfléchir, ce serait bien de continuer comme ça. C'est déjà un grand pas sur ces 3 mois. Le déconfinement, ce n'est pas un exemple. Non, mais bon. On est pour le contact, on est pour les relations sociales. Il faut aller dans la nature, il faut voir ce qui se passe. Mais ça nous a quand même permis de... Tout le monde, je crois, s'est rendu compte de certaines fragilités de nos sociétés. Et effectivement, la course à la performance, à la compétitivité, à la rentabilité n'est pas une course pérenne. Merci 1000 fois d'avoir répondu à notre invitation ce soir sur Monaco Info. Robert Calcagno, vous êtes le directeur général, je rappelle, de l'Institut océanographique. Bonne soirée et à très vite. Mardi, la réouverture. Allez, au revoir Christophe Paco, à bientôt. Et pendant que certains se préparent, donc finalisent leur mise en place pour accueillir à nouveau du public, d'autres en profitent, je vous le disais, pour peaufiner leurs installations. À l'image, Vanessa Dessy, des responsables du Stade Louis II. Et oui Christophe, le Stade Louis II a été inauguré en 1985 par le prince Régnier III. Aujourd'hui, le complexe sportif s'apprête à faire peau neuve. Sylvie Bertrand, peut-on finalement dévoiler ce grand projet ? Cette année, nous avons 2 gros projets qui sont la rénovation de la piste d'athlétisme et le changement de l'éclairage sur le stade Omnisport, auquel s'ajoute la 4e et dernière phase des travaux de rénovation de la piscine du centre nautique Albert II. Est-ce que c'était un besoin aujourd'hui pour le stade, ces travaux ? Ces travaux, oui, puisque la piste devait être refaite. Donc nous la refaisons complètement. Nous en profitons aussi pour traiter les joints de dilatation, refaire leur étanchéité. En ce qui concerne l'éclairage, ben oui, parce que nous allons passer sur de l'éclairage à LED, qui nous permettra également de faire une petite scénographie, de faire du noir complet, de pouvoir rallumer, ce qui se fait maintenant dans les autres stades et ce qu'attendent nos spectateurs. Et une rénovation de la piste d'athlétisme surveillée de près par le directeur du meeting Herculis. Quel regard portez-vous finalement sur cette amélioration ? On est très content de pouvoir avoir une piste toute neuve pour nos athlètes pour le vendredi 14 août, notre prochain Herculis. Est-ce que vous avez eu peut-être un droit de regard sur le projet ? On a la chance en effet que le gouvernement nous ait demandé notre avis et on a souhaité prendre ce qui pour nous est le meilleur produit, à la fois au niveau des performances pour les athlètes, mais aussi multi-usage pour le stade qui est foulé quotidiennement par les scolaires, par le club, par le foot et les panneaux publicitaires. Enfin, on voulait quelque chose à la fois de solide et de performant. Jean-Pierre Chauvel, merci beaucoup. Je vous en prie et bonne soirée. Des travaux aux multiples enjeux, vous l'avez compris évidemment Christophe, on le rappelle, Herculis, c'est ici au Stade Louis II le 14 août prochain.
Le 14 août, effectivement, annonce faite, on s'en souvient, il y a 10 jours ici même sur Monaco Info, par Bernard Fautrier, le vice-président de la Fédération monégasque d'athlétisme. Vanessa, merci à vous. Prêt à gérer également au mieux cette crise sanitaire. C'est l'enjeu, c'est le vœu et la mission de l'OMS, et l'ambassadeur de Monaco à l'Organisation mondiale de la santé est notre invité ce soir sur Monaco Info. Bonsoir Carole Lanteri. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir parce qu'il fallait faire un point aujourd'hui avec une nouvelle résolution qui a été votée de façon virtuelle maintenant, puisque vous échangez comme nous avec des plateformes un peu particulières. Nous aurions dû avoir semaine dernière l'Assemblée mondiale de la santé qui se déroule comme chaque année. Elle s'est déroulée, mais de façon virtuelle par le biais d'une plateforme. Et au cours des 2 semaines précédentes, nous avons négocié aussi de façon virtuelle sur un texte de résolution qui a été adopté par consensus et pas voté par plus de 144 États sur les 194 membres de l'organisation. C'est un texte qui est opérationnel puisqu'entre autres, il prévoit de mettre à disposition sans obstacle, de façon universelle, les traitements et les vaccins. Ces vaccins, justement, c'était un grand débat il n'y a pas très longtemps, avec le laboratoire Sanofi qui voulait presque les réserver à celui qui achète le plus cher, comme aux États-Unis par exemple. Aujourd'hui, il y a pratiquement une centaine d'essais qui sont en cours sur différents types de vaccins. Il y en a 6-7 qui sont prometteurs, mais fort probablement, de toute façon, il y en aura assez parce que les vaccinations ne se feront pas sur toute une population. Vous le dites peut-être dans vos recommandations, dans cette résolution, ce sera pour tout le monde, ce sera un vaccin obligatoire sur toute la planète ? Pas obligatoire, mais là, tout dépend des États et de leur politique nationale de santé. Mais ça sera un vaccin qui pourra être disponible pour tous et partout et probablement accessible, c'est-à-dire avec un coût bas. On ne sait pas dans combien de temps nous recevrons ce vaccin. Est-ce qu'on peut l'espérer pour l'hiver prochain, puisqu'on se doute que la pandémie peut revenir à ce moment-là ? Aujourd'hui, il y a 5-6 candidats vaccins qui sont en phase d'essais initiaux sur l'être humain. Ça veut dire que si ça se passe bien et qu'ils démontrent leur efficacité, ou qu'il y en ait au moins un qui démontre son efficacité, après le temps de finir le développement, de le produire, d'avoir les autorisations, ça peut être entre 6 mois et 1 an. Vous interdisez, vous arrêtez plutôt les essais en ce qui concerne ce fameux produit que défendait le professeur Raoult à Marseille, la chloroquine ? Alors, nous, on n'arrête rien. C'est l'OMS effectivement qui a décidé, sur la base de l'étude qui a été publiée récemment dans la revue de Lancet, de mettre une sorte de moratoire sur les essais avec la chloroquine en attendant d'avoir plus d'informations concernant les effets secondaires. En fait. On voit qu'aujourd'hui dans votre résolution, de toute façon, vous prenez l'unité. L'idéal, ce serait d'avoir un vaccin. Là aussi, on ne sait pas, une fois qu'on aura le vaccin, s'il faudra le renouveler chaque année, par exemple, comme pour la grippe, ou si notre immunité durera plus longtemps. Il faut aussi essayer de développer des thérapies pour prendre en charge les patients. Et vous dites à l'OMS que ce virus ne pourrait peut-être jamais disparaître ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce qu'il va devenir saisonnier ? Est-ce qu'il va disparaître ? Ce qui a été le cas avec le SARS-CoV, donc en 2003, qui avait frappé Hong Kong. Le problème, c'est un peu ce qu'on vous a reproché au début à l'OMS, c'est qu'on est parti sur vraiment on a découvert ce virus, qu'on a mis du temps à comprendre l'importance des masques, la distanciation, la politique même dans les aéroports, dans le monde entier. Ça n'a pas été simple à mettre en place. On a perdu un petit peu de temps, votre avis aussi quand même ? Pour avoir vécu en direct, on a eu les premières informations donc, dès que l'OMS a reçu, vers la fin décembre, la déclaration d'urgence internationale qui est véritablement ce qui enclenche tous les processus selon le règlement sanitaire international, c'est le 30 janvier. Oui. Peut-être que le dernier exemple particulier dont on peut se souvenir, c'est le virus du sida. Il a fallu quand même beaucoup de temps pour qu'on se rende compte
de ce que ça signifiait, de sa dangerosité, de sa rapidité de propagation, sans parler, et ça grâce aux progrès techniques, de l'identifier sur un plan génétique. Donc vous n'avez pas dû apprécier notamment les critiques de Donald Trump qui voulait me retirer ses subventions à l'OMS quand il s'en est pris, et à l'OMS ou encore à la Chine pour avoir mis trop de temps à nous prévenir tous autant que nous sommes. Là, j'aurais un peu un joker. Oui. Carole Lantéry, vous venez de parler du sida qui partait souvent d'Afrique à la base, comme le virus Ebola, mais quand on pense à l'Afrique, on voit que c'est un continent qui n'est pas très touché aujourd'hui par rapport aux États-Unis qui vont arriver à 100 000 morts. Déjà, dans un certain nombre de pays africains, il n'y a pas forcément les structures et le réseau sanitaire pour permettre l'identification des cas. Après, on peut imaginer que dans certaines zones où il y a de fortes concentrations urbaines, avec aussi parfois un manque d'accès à l'eau potable ou à l'assainissement et donc pas la possibilité, comme nous, de nous laver très régulièrement les mains, de désinfecter, il risque d'y avoir pas mal de cas. Pour conclure, on est prêt si un effet rebond arrive, on est prêt à affronter une nouvelle crise sanitaire partout dans le monde? On espère que les États ont pris la mesure et ont déjà compris quels sont les mécanismes. C'est ce qui avait été donné aussi comme ligne directrice, c'est détecter et tracer et isoler. Ce sont les trois axes, comme aujourd'hui à Monaco, on le fait avec les testings, oui. On sait que Monaco fait partie des 194 pays membres de l'OMS. Merci d'avoir été avec nous, Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup, bonne soirée. Et on retrouve Sandrine pour notre point pratique quotidien sur Monaco Info. Et Christophe, ce soir, je souhaitais vous parler des gestes barrières à appliquer à bord des taxis et plus largement véhicules avec chauffeur. Les clients doivent d'abord être avertis par les professionnels des mesures prises. Port du masque obligatoire pour les chauffeurs et les voyageurs. Des produits hydroalcooliques doivent être mis à disposition. Si possible, équiper la cabine conducteur d'un écran de protection. Le professionnel doit aussi désinfecter les surfaces manipulées par les clients comme les ceintures de sécurité. Il faut enfin procéder à l'entretien et à la désinfection de la climatisation. Et il est toujours indispensable de se faire dépister. Et oui, car se faire tester, c'est se rassurer, c'est gratuit, rapide et confidentiel. Cela permet de savoir si vous avez été en contact avec le virus, d'informer vos proches si vous êtes positif. Pour les monégasques et les résidents, séance de rattrapage libre les 29 et 30 mai au Grimaldi Forum et à l'espace Léo Ferré. Sachez aussi que les salariés par ordre alphabétique pourront se faire dépister la semaine prochaine au Grimaldi Forum et dès le 3 juin, les moins de 5 ans en présence de pédiatres sur place. Merci à vous Sandrine et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, être fidèles sur Monaco Info. Continuez encore et toujours à nous envoyer vos photos, vos vidéos sur le réseau Malitia qui fonctionne, vous le savez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et relayez-nous également vos bons plans, vos initiatives. Tiens, ce soir, gros plan sur une application qui vous propose de découvrir la carte, les menus de vos restaurants préférés, l'appli Uno-Style proposée par Ingrid De Bruyne. L'objectif est très simple. Après le Covid, il faut évidemment éviter tous les contacts et notamment les passages de menus de main en main ou éviter aussi aux employés des restaurants de devoir désinfecter. Et donc l'application permet d'avoir sur son propre téléphone portable, quel qu'il soit, le menu accessible. Il n'y a même pas de téléchargement à faire en fait, c'est très simple. Vous aurez sur la table sur laquelle vous êtes un petit QR code, donc un petit carton plastifié. Vous approchez votre téléphone portable avec l'appareil photo et qui vous demande si vous voulez accéder donc au menu. Ingrid De Bruyne, Uno-Style, rencontrée pour Monaco Info par Christinda Tomel. Et comme le veut la tradition, voici le meilleur de vos réseaux sociaux à travers le monde, all over the world.
On vous retrouve, Sandrine, pour la météo de ces prochaines heures. Eh bien, météo mitigée ce mercredi. Il faudra compter sur une alternance de soleil et de nuages, peu de vent pour le mercure de 16 à 21 degrés. Et quel saint fêterons-nous? Les Augustins. Et on termine avec les instantanés d'un retour progressif à la normale. On l'a évoqué dans le journal avec son directeur, la réouverture du musée océanographique. Photo signée ce soir, Manu Vitali. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et à demain, 19h, sur Monaco Info, bien sûr.